Avec cet argent militaire, ça demande rien, je pense que c'était déjà en France. Et puis il a pris une option sport de haut niveau, athlétisme, il a formé quelques athlètes qui sont allés jusqu'aux Jeux Olympiques. Par contre, c'est pas moi qui les ai formés, c'est le fait qu'ils étaient à Rennes, ils tombaient dans mes mains, c'est autre chose. Par contre, on m'a pas dit s'ils ont eu des médailles. Non, mais ça, un vice-champion d'Europe de son hauteur avec 2,35 m, voilà, Jean-Charles Dickel, c'est une médaille. Vincent Dauphin, qui a fait le championnat du monde de 400 mètres. Cet homme-là est un fou, c'est un cinglé, il part dans toutes les directions parce que c'est un enthousiaste, il est très compétent et j'ai essayé de le brider un peu parce que je lui ai dit quand tu auras fini ta conférence, on aura tous l'équivalent d'un diplôme de médecine. Alors je lui ai dit pas doucement, c'est ce qu'on va essayer de faire. Si vous trouvez que ça ne va pas très bien, vous ne comprenez pas très bien, que les explications sont pas suffisantes, mais non, trop compliquées, eh bien, on reviendra sur le tapis. Voilà. Avant de commencer, donner la parole à Jackie. Est-ce que vous avez pensé à éteindre vos téléphones? C'est une bonne nouvelle parce qu'en sortant, vous pourrez les rallumer. Bon, j'ai tout dit. Jackie. Bon, alors déjà, vous allez avoir une petite surprise dans son dîner parce que dans le titre de la conférence, Patrick avait parlé d'ostéopathie et éthique. Or, en fait, l'ostéopathie ne peut en aucun cas s'adresser à l'intégralité. Vous êtes bien fait avoir. Il vous a mis un titre qui ne colle pas, parce que l'ostéopathie ne peut s'adresser qu'à des cas particuliers. En fait, les problématiques de chacun sont différentes en fonction des aptitudes, des membres intérieurs courts, peu importe, des habitudes sportives et tout ça. Donc, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui n'était pas facile à intégrer. Et comme on avait parlé un petit peu d'étirement, et Patrick m'a dit le diaphragme. Le diaphragme, donc, je vais vous faire un petit topo sur le diaphragme, un petit topo qui va être un peu costaud. Parce que c'est, à mon sens, la seule façon de bien comprendre. Alors, déjà, parmi vous, est-ce que vous avez une notion de ce qu'est le diaphragme? Est-ce que vous avez l'impression de le sentir? Est-ce que vous connaissez ce diaphragme? Est-ce que vous pouvez le palper? Est-ce que vous pouvez y avoir accès? Bon, ça commence bien. Non, c'est bien. Ça veut dire que ce que je t'ai expliqué, c'est que ça peut faire des choses. On va essayer. Alors, on a fait des schémas, on a fait des petites choses pour essayer que vous puissiez visualiser ce qu'est le diaphragme, comment il travaille. Donc, alors, je vais rentrer pendant, 20 minutes quand même, dans des explications un petit peu pointues, obligatoirement, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu d'anatomie et de physiologie, mais si jamais mes termes sont difficiles, ou s'il y a quelque chose, si quelqu'un décroche, vous n'hésitez pas, vous me dites, le but c'est d'être réactifs les uns les autres, je ne suis pas là pour faire un topo comme ça. Donc, le titre, je dirais que quels sont les paramètres à travailler pour être un bon alpiniste. Voilà. Ou pour faire de la plongée. Alors, j'ai discuté avec Patrick qui m'a dit déjà tout à l'heure que lui c'était de la plongée, pas de la plongée. Donc, moi je vais faire les deux. C'est de la plongée. C'est de la plongée. Donc, j'ai lu un petit truc qui m'a intéressé. C'est quoi la condition physique? La condition physique est définie comme la capacité à accomplir une tâche quotidienne avec vigueur et promptitude, sans fatigue excessive, et avec suffisamment de réserve pour jouir pleinement des temps consacrés au loisir, et rencontrer quand même quelques situations d'urgence. Vous êtes des gens qui travaillaient, vous êtes des gens qui avaient du loisir, c'est la plongée ou l'apnée, et vous pouvez être confrontés à des problématiques d'urgence. J'ai trouvé que c'était pas mal. Donc en apnée, on a besoin de récupérer vite. Sinon, les apnées que vous allez faire seront très courtes. Il faut une bonne récupération aussi, parce que la capacité à nager en déplacement ou contre un léger courant, ce qui demande de l'endurance, tu fais de la répétition de mouvements d'intensité modérée, par exemple le palmage, ça réduit, il faut quand même de la force musculaire au niveau de vos membres inférieurs, ne serait-ce que pour amener. Et quand vous faites du nœud palme, il faut quand même que les deux jambes travaillent et tiennent le coup pour aller sur le nœud de plongée.
Alors, dans le mouvement, les mouvements doivent être fluides, sans à-coups, pour économiser de l'énergie. Le mouvement fluide demande de la souplesse. Souplesse des épaules, souplesse du tronc, souplesse des hanches. Alors pour l'instant, je vais vous faire un petit peu de trucs que vous connaissez. Hein. De plus, face aux situations rencontrées en apnée, il faut une certaine résistance au stress. Pour cela, le stress peut être provoqué par l'eau froide, le vent, les vagues, ou tout simplement la pression, la profondeur. Donc, avoir une attitude mentale contrôle un petit peu de ses émotions. Tu suis pas? Je l'ai fait trimer pendant 3 jours. Hein. Bon, si je parle trop vite, vous me le dites, hein, parce que ça va. La pratique de l'apnée, donc, nécessite des capacités physiologiques, biomécaniques, mentales d'ailleurs. Pour ce qui nous intéresse ici, une capacité pulmonaire, le plus souvent au-dessus d'un moyen, une mobilité articulaire correcte, dans l'ensemble du corps, une élasticité musculaire optimale, une endurance à l'effort sur le plan musculaire. Moyens pour y parvenir. Les premiers moyens que vous connaissez, que vous réalisez pour beaucoup, de moyens spécifiques ou généraux, ça va être le vélo, la corde à sauter, l'entraînement, la muscu, c'est ce que vous pouvez faire en parallèle. Tout ça, si ça contribue à acquérir une meilleure résistance respiratoire et cardiovasculaire. D'accord? Allez. Maintenant, les moyens spécifiques qui vont nous intéresser. Ça va être la recherche de la plus grande ampliation thoracique possible. Et pour ce faire, il est nécessaire que les articulations vertébrales, le dos, costo-vertébrale, relation côte-vertèbre, sternocostale, devant, soient libres. De même que les chaînes musculaires qui mobilisent ces éléments osseux. Toute perturbation articulaire, douleur, limitation d'amplitude ou limitation du jeu musculaire peut entraîner une diminution des capacités ventilatoires et donc une baisse des performances ou du moins un inconfort pendant votre apnée. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le muscle important, le diaphragme. Donc le diaphragme, muscle séparant le thorax de l'abdomen, formé de 2 parties. Alors, une partie musculaire. Hein? Ah oui, d'accord, mais je me donne tout de suite les muscles. Parce que ça, oui, comme tu veux. Tu vois, hein, parce que moi je vais dans mon topo, donc une partie musculaire périphérique, grâce à laquelle le muscle diaphragme s'insère sur la colonne vertébrale, la cage thoracique et sur le sternum. Une partie centrale, le centre phrénique, et là je vais vous faire un petit dessin tout à l'heure. La partie centrale, c'est la partie blanche, brillante et nacrée, qui est en fait une lame tendineuse qui est épaisse, qui est à peu près de 2 à 5 mm d'épaisseur en fonction des gens. Hein, et ce centre, je vous expliquerai après. Donc ce diaphragme, il forme une voûte concave vers le bas. Okay. Il est constitué donc de fins muscles. Tu veux me donner le bon schéma parce que tu le comprends bien tout de suite. Donc, mais non, celui avec les tendons intermédiaires, parce que c'est la difficulté pour que les gens comprennent bien. Celui-là, ils ont entendu celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, mais c'est bien quand même, il y a parti. Comme tu reprennes ton truc. Bon, alors, j'étais voilà. Une voûte concave. Une voûte concave, oui, c'est ça. Une voûte concave vers le bas, constituée de muscles digastriques. Des muscles digastriques, en fait, ce sont des corps musculaires. Un corps musculaire, un tendon d'insertion, par exemple sur le sternum. Un corps musculaire, un tendon long qui va constituer le diaphragme, et derrière, à nouveau, un corps musculaire qui va, par exemple, aller s'insérer sur les vertèbres. C'est pas la peine que je te donne le truc pour bien l'expliquer si tu ne l'as pas. Quand même. Mais non, donne-moi ton plan d'un général que tu arrives. Parce qu'ils vont comprendre tout de suite. Voilà. L'autre, celui-là, en dessous. L'autre, c'est à côté.
Là, voilà. Au-dessus. Voilà. Donc, pour faire comprendre un petit peu ce qu'est le centre phrénique, voilà, j'ai repris en fait une reconstitution radio, hein, que les radiologues utilisent pour leur calcul. Donc, vous voyez ce que je vais expliquer là, le tendon intermédiaire, là il est droit, donc en réalité, comme ça, vous avez donc voilà, un tendon d'insertion, un corps musculaire, une longue lame tendineuse qu'on retrouve là, un autre muscle et un tendon d'insertion. Le diaphragme, il est constitué en fait d'une quantité de fins muscles digastriques dont les tendons intermédiaires, donc cette partie-là, s'entrecroisent sur le sommet du dôme pour constituer ce qu'on appelle le centre phrénique. C'est en fait le centre phrénique un épaississement lié à la multiplication et à l'enchevêtrement des fibres intermédiaires. Vous suivez ça, Ouais. Vous avez l'image? Oui. Digastrique parce que chaque. Digastrique, deux ventres, c'est ça? Deux ventres, un ventre, deux ventres. D'accord. En fait, dans l'absolu, alors si tu reviens, vous l'avez bien vu sur le schéma-là, on peut passer. Tu reviens sur le diaphragme de base. Voilà. Donc, si on prend par exemple, on va prendre les insertions sur les lombaires. Et viennent se terminer sur le centre phrénique derrière, mais en fait, si je prends ceux-là et là, qui vont sur le sternum, on peut dire que c'est la continuité. C'est le deuxième muscle de l'insertion primaire qui est là. Ceux-là qui sont là, ils vont partir de là, ils viennent s'insérer diamétralement opposés. D'accord? Et donc c'est cet enchevêtrement qui est très important à comprendre parce que toute la physiologie du diaphragme, elle est basée en fait sur le rôle d'appui du centre phrénique qui va permettre la mobilité des côtes. Donc la partie musculaire périphérique, c'est très important. Elle s'insère. Alors je vais être un petit peu anatomique là, parce que tout mon topo va partir en fait des insertions pour vous expliquer comment le corps réagit à une contraction musculaire et à ce que cette contraction musculaire induit sur les muscles compensateurs et secondaires. Donc, la première zone d'insertion importante du diaphragme, c'est ça. Les deux piliers, le pilier droit et le pilier gauche, qui s'insèrent sur la première vertèbre lombaire, la deuxième vertèbre lombaire, la troisième vertèbre lombaire, sur les disques, voilà, et dans certains cas, ça descend, chez certains c'est inconstant, sur le quatrième disque. Là, les fibres montent verticalement, se jettent donc sur la partie là, postérieure du centre phrénique. D'accord? Là, on a, M. Bonrad, on a des petites arcades qui, pour les gens du corps médical, savent que c'est assez important, au sens que ici passe le psoas, et là, on a un autre muscle, le caradélon, qui est, en fait, ce sont des muscles, le caradélon est un muscle expirateur, et qui peut être perturbé par des contractures du diaphragme. Donc, j'en étais donc ce diaphragme, on a dit les piliers qui sont extrêmement importants, puis sur la face interne des 6 premières côtes. D'accord? Et sur le sternum en avant par deux insertions. Toutes ces fibres, vous imaginez, hein, montent. L'innervation du diaphragme, vous en foutez, mais je vais vous la donner parce qu'elle est importante. Elle est assurée par les nerfs phréniques. Et comme par hasard, les nerfs phréniques, ils viennent de la colonne cervicale. C3, C4, C5, dans la racine C4 surtout, essentiellement. Ce qui veut dire déjà que si l'on a des perturbations cervicales, on peut avoir des répercussions sur le diaphragme à titre de contracture. Si on a des contractures cervicales également, les nerfs phréniques qui passent ici peuvent être comprimés, entraîner des hoquets, vous voyez, je veux dire. Alors je ne vais pas rentrer dans la pathologie ce soir, parce que sans ça je vous prends pour 3 semaines,
directement, mais c'est pour ça que je parle d'innervation. À cette innervation motrice s'ajoute une innervation sensitive, sympathique du moins, qui est importante, c'est l'innervation en fait du système inconscient involontaire qui assure en fait le tonus du diaphragme dans sa fonction de vie. Vous allez voir que tout à l'heure qu'on ne peut pas vivre sans diaphragme. Et donc, en plus, cette innervation sympathique réagit au stress émotionnel d'une façon extrêmement importante. Et on a dans le cabinet des tas de gens qui avaient des spasmes, des douleurs dont il est toujours difficile à traiter. Les médecins généralistes le savent, hein, parce qu'en fait, ça ne répond pas aux anti-inflammatoires, ça ne répond pas. Il y a des tas de choses qui sont difficiles à traiter. Les rapports du diaphragme, important ça aussi. La partie supérieure du diaphragme est en relation avec le cœur, le péricarde, les plèvres. La partie inférieure, là, sur la partie inférieure, le foie, l'estomac, ils sont suspendus. Je vais garder dans le bon sens, hein, pour être sûr quand même de... Voilà. L'angle conique gauche, hop, il adhère aussi. En arrière, on a les capsules surrénales, la partie haute des reins, le pancréas. Ça veut dire que, vous voyez, chaque fois que vous allez respirer, le diaphragme vient s'appuyer sur cette masse viscérale. Autant dire que si la masse viscérale, si vous avez fait la fête la veille, que vous avez picolé un petit peu trop, votre foie ne va pas aimer quand vous allez demander des aspirations profondes pour faire une apnée. D'accord? Donc, d'où l'intérêt de ces interrelations. Alors, j'écris tellement petit, pourtant, voilà. Ah, oui, d'accord. Alors, maintenant, on va passer, ça va vous donner un exercice plus facile. Par sa contraction, déjà, au moment de la naissance, le diaphragme est le muscle qui marque le passage de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine. Quand le bébé pleure, il gueule. Il a une gueule parce qu'il a mal. Parce que le diaphragme vient pour la première fois de respirer, de s'abaisser, et les alvéoles pulmonaires, qui sont pourtant petites, eh bien, elles prennent de l'air pour la première fois. Et bébé, il va. Mais en même temps, nous, on est contents. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, ce diaphragme, chaque fois que son fonctionnement relève de la commande automatique, le diaphragme assure un rôle essentiel à la vie par une action de pompe, c'est là que tu aurais pu mettre les échographes, au cours de laquelle le centre phrénique demeure mobile. On ne suit pas, Patrick. La pompe. Je pompe. Ah, on va trouver la pompe. Ah, il y a une vidéo. Donc, le diaphragme a une action involontaire, incontrôlable, puisqu'il assure la respiration, et donc il est donc essentiel à la vie. Par contre, pour des actions telles que l'apnée, la phonation, le chant, la statique, les levées de poids, la commande volontaire peut entraîner momentanément une fixation de ce centre phrénique. D'accord? Donc, pour des raisons X, extérieures, et notamment vous, quand vous allez faire une inspiration profonde, que vous allez bloquer votre respiration, pour vous, vous interrompez le cycle ventilatoire. D'accord? Et donc, vous interrompez ce qui est essentiel à la vie. Donc, il faut savoir quand même que vous êtes sur la corde raide quand vous faites de temps en temps vos apnées. Il faut être donc vigilant. C'est pour ça, d'ailleurs, vous le savez, vous pouvez avoir des syncopes, vous pouvez avoir des choses comme ça. Donc, il faut être vigilant quand même. Dans ces cas où on a une fixation du diaphragme volontaire, eh bien, le système nerveux central, volontaire, prend le pas, pour une fois, sur le système nerveux sympathique et parasympathique, qui est le système nerveux de la vie. Mais, par contre, ça n'est pas durable dans le temps. Ça ne peut être que momentané, parce qu'au bout d'un petit moment, le diaphragme, il va falloir respirer. Alors,
Rapport au diaphragme, ouais, c'est ça. Ok. Bon, maintenant, on va parler de la... Ça va pour l'instant? Ouais. C'est pas trop dur ce que je vous dis? On va parler de respiration maintenant. Donc, le mécanisme respiratoire principal. Dans des aspirations de faible amplitude, la respiration normale, le diaphragme va prendre appui sur ses attaches lombaires. Et oh, les petits piliers que vous voyez. L1, L2, L3, donc les attaches lombaires. Sternales et sur les côtes. Il va abaisser son centre phrénique environ d'1 centimètre dans la respiration normale. Ce diaphragme, il est freiné en fait par la pression des viscères, que je vous ai dit tout à l'heure, parce que le diaphragme il vient appuyer sur le foie, l'estomac, la rate, le pancréas, les reins, et tout le tralala. Et il est freiné également par la contraction, le tonus musculaire des muscles abdominaux et des muscles du plancher pelvien, périnéal, en dessous. Ça va vous dit quelque chose? Donc, il est également freiné par le cœur, enfin par le péricarde, qui, s'insérant sur lui, eh ben, comme il est au-dessus, ben, il retient. Donc, mais néanmoins, dans une respiration simple, de ce qu'on appelle le volume courant, ce diaphragme peut descendre d'1 centimètre, et quand il descend d'1 centimètre, vous savez tous qu'il prend à peu près 1 millilitre d'air. Vous savez, entre autres, en partie, combien il y a d'alvéoles pulmonaires dans le poumon et combien ça représente? Alors, il y a environ 300 millions d'alvéoles pulmonaires qui représentent une surface, quand les alvéoles pulmonaires sont développées, de 75 mètres carrés. 75 mètres carrés. Ok? Donc c'est intéressant de voir ça. Hein? Et voilà, c'est par ces alvéoles pulmonaires que les échanges gazeux vont se faire. Donc, maintenant, dans l'inspire forcé, le centre phrénique va trouver, donc toujours cette partie haut, va trouver un point d'appui beaucoup plus fort par la compression des viscères abdominaux qui vont être donc beaucoup plus fort par les muscles périnéaux. Ce centre phrénique, donc, il va devenir fixe cette fois-ci. Et devenant fixe, il va pouvoir prendre appui justement sur ses viscères, foie, estomac, et élever les côtes, élever le sternum dans les 3 dimensions, donc en avant, latéralement et en hauteur. C'est la respiration de grande amplitude. Mais à ce stade, c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est là où vous allez pouvoir vous travailler, va venir s'enclencher des mécanismes de respiration accessoires. En position forcée, le premier élément qui se met en jeu, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les piliers du diaphragme. Et quand vous allez faire une respiration de grande amplitude, la contraction de ces fibres-là va entraîner une réaction de positionnement de la colonne lombaire qui va se traduire par un grandissement de la colonne. Ce grandissement de la colonne, il va redresser les conglures, c'est-à-dire que les gens qui se prennent comme ça, quand vous commencez à respirer de façon profonde, sans vous en rendre compte, vous venez vous mettre en position de plus grande rectitude par rapport, bien sûr, à vos possibilités. On ne retourne pas, malheureusement, dans la rectitude de la verticalité. On a chacun, celui qui a une syphose, il va être plus redressé que quand il est dans son relâchement, mais il sera quand même dans sa syphose. Et donc, c'est très important, parce que ces muscles-là qui vont permettre à la colonne de se grandir, cette colonne, elle va se grandir jusqu'au niveau de la première vertèbre dorsale, qui va permettre à ce moment-là de mettre en jeu des inspirateurs accessoires par le biais des muscles de l'omoplate. Les muscles de l'omoplate, ils vont être fixés par donc, les dorsaux, qui vont fixer des muscles latéraux qu'on appelle des rhomboïdes, qui vont donner un point fixe à l'omoplate. Cette omoplate, il y a 2 muscles qui sont importants pour la respiration, le grand dentelé, qui s'insère sur les 10 côtes en avant, et le petit pectoral ici, qui est un petit muscle qui part d'une petite apophyse
de l'omoplate qu'on appelle l'apophyse coracoïde, donc c'est pas grave, c'est une partie avant de l'omoplate, et qui vient se terminer sur la 3e, 4e et 5e côte. Donc, ça permet de mettre en jeu ces aspirateurs accessoires. Et quand vous faites une apnée statique, les inspirateurs cervico-occipitales, par le biais de deux muscles, les sternocleidomastoïdiens, qui sont là, vous les connaissez quand ils sont tendus de la mastoïde au sternum. C'est la partie supérieure qui s'appelle le manubrium au sternum. Et puis, trois muscles importants qui sont l'escalène, tu dors. Voilà, trois muscles, voilà, l'escalène, voilà. Mais l'autre était mieux. Voilà, parce que il est schématique, et tu peux le laisser comme ça. Voilà, merci. Donc, petit pectoral, vous voyez, l'apophyse coracoïde sous la clavicule, ça c'est la clavicule, et puis qui va sur les petites côtes. Et puis, l'escalène qui part des 3, 4, 5, 6 cervicales et qui viennent se terminer sur la première et la deuxième côte. D'accord? Donc, ce sont les mécanismes secondaires de respiration. Voilà. Bon. Donc, dans le petit pectoral, on a tout ça. Bon, ben ok. Maintenant, vous avez pigé ça? Vous voulez que... Non, c'est bon? Vous avez compris à peu près le mécanisme de l'inspire et la relation qui s'établit entre une inspire forcée, la mise en relation avec les muscles postérieurs du dos, qui eux-mêmes fixent la colonne vertébrale, ouvrent à nouveau les côtes, qui fixent les omoplates. À partir de là, les omoplates vont pouvoir recruter des muscles qui sont sur le thorax et vont venir aider à l'inspire profonde. Et si on continue, si on est dans une apnée fixe, on va pouvoir recruter les muscles cervicaux et le coracobrachial. On peut même encore recruter d'autres muscles. Si on fait une inspiration forcée, bras en l'air, et bien là, on va encore recruter deux muscles, le grand dorsal et le petit pectoral, pardon, et le grand pectoral, le grand pectoral qui part du bras ici, et il vient se terminer sur les 6 premières côtes. Est-ce que le simple haussement d'épaule suffit ou il faut vraiment faire la manœuvre de lever? Non, parce que il s'insère dans la gouttière, ici, dans la partie supérieure du bras. Il faut vraiment lever pour presque donner un poids fixe. Et donc, alors par contre, c'est intéressant, parce que dans une inspiration profonde, si on fait travailler simplement les bras en l'air, la mise en tension vers le haut des bras suffit à mettre une tension passive qui va aider à l'inspire. D'accord? Et alors, on en a un deuxième, c'est que là-haut, j'ai un muscle qui s'appelle, dans ces cas-là, le grand dorsal, qui part de là, et qui part du bassin, qui s'insère sur les lombaires et qui s'insère sur les 4 dernières côtes. Vous voyez? C'est-à-dire que partout, on a des compléments. Et quand le bras est en l'air, le grand dorsal va pouvoir lever, aider à l'élévation des côtes basses, puisqu'il y a 4 côtes qui sont prises dans le jeu du grand dorsal, et si mon point fixe est ici, ce sont les côtes qui vont se lever. Le grand dorsal, la plupart du temps, il sert à autre chose. Vous savez quoi? Petite plaisanterie, mais c'est la réalité. Absolument. Absolument. C'est le muscle. C'est le muscle qui permet de s'essuyer. Absolument. Et je peux vous garantir que moi qui ai été opéré de mes 2 épaules avec des lésions de rupture, quand on est immobilisé et qu'on n'a pas toute sa mobilité, sa rotation interne, aller faire ces soins de toilette et de confort, c'est pas facile. Donc, maintenant, ça va? Allez, on passe. Oui. Mais comment on mobilise aussi les cervicales? Ah mais on va venir. On va venir. Donc maintenant, on va voir le phénomène inverse. Dans l'expiration,
dans l'expiration de petite amplitude, l'expiration normale. En fait, l'expiration normale, c'est le retour simplement à la normale. Lorsqu'on a inspiré, le diaphragme s'est abaissé, il y a eu augmentation de pression intraviscérale, et lorsque je relâche la contraction de mon diaphragme, tout naturellement, la poussée des abdominaux, la poussée des viscères, hop, va faire relever le diaphragme. Hein? Ok? Maintenant, dans l'expire de grande amplitude, et bien là, on va mettre un autre muscle qui est l'antagonisme. L'antagoniste du diaphragme, c'est-à-dire son opposé, mais son opposé complémentaire. En sens que vous avez un muscle qui s'appelle le transverse, qui s'insère exactement sur les mêmes insertions que le diaphragme, les lombaires, les 6 dernières côtes. Donc, ils s'opposent. Et les digitations d'insertion sont ce qu'on appelle intriquées. C'est-à-dire que celui qui fait une dissection, il a un mal fou à disséquer l'insertion du diaphragme de l'insertion du transverse. Parce que c'est quasiment dans la continuité. Si ce n'est qu'ils ont une action totalement opposée. Donc, le transverse, il refoule la masse viscérale vers le haut, ce qui contribue à faire remonter toujours le centre phrénique. D'accord? Et ce transverse, comme il s'insère sur les 6 dernières côtes, en même temps qu'il fait remonter le centre phrénique, il resserre les côtes, voilà, qui descendent vers le bas. Là-dessus, vient se rajouter, mais ça c'est moins grave pour vous, le carré des nombres qui est sur le côté, voilà, hein, qui est un muscle qui est relativement bien sûr important, mais enfin bon. Et puis, autre chose que je n'ai pas parlé dans l'inspire et l'expire, donc on a là, ce sont des intercostaux. Les intercostaux, ce sont des petits muscles qui sont situés entre les côtes. Pendant longtemps, on a cru qu'il y avait des intercostaux qui étaient inspirateurs et des intercostaux qui étaient expirateurs. On apprenait l'anatomie comme ça. Et maintenant, on sait pertinemment que ce n'est pas le cas. Les intercostaux, en fait, ce sont des toutes petites lames musculaires qui réunissent chaque côte. Et quand, dans l'inspiration, les scalènes ont levé, par exemple, les 2 premières côtes, levant les 2 premières côtes, et bien les petites séries musculaires qui sont tendues et qui n'ont pas de capacité d'étirement important, ben qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils sont montés, ils montent la côte en dessous. Puis la côte en dessous, comme elle est étirée passivement, et ben elle monte celle du dessous, et puis elle monte celle du dessous, et puis elle monte celle du dessous. Et dans l'expire, c'est la même chose. Dans l'expire, on a justement les carrés des nombres, notamment et le transverse qui abaisse les côtes, qui donne un point d'appui aux côtes basses, et là c'est pareil, les muscles intercostaux vont inverser leur rôle d'inspirateurs qu'ils étaient au départ, ils vont devenir expirateurs en abaissant chaque étage costal. Ça va Ouais. Du coup, ton transverse, il est là, c'est ça? Ah ben le transverse, c'est beaucoup plus que ça, le transverse. C'est plus large? Il fait complètement. Il est autour. Voilà, c'est un corset. D'abord, il est profond. Il est profond, on est dans la profondeur, puisque le diaphragme et le transverse sont 2 muscles qui sont intrathoraciques. Okay. D'accord? Si ce n'est que le transverse, le transverse, il déborde les lombaires et il vient se terminer sur la clavicule et ici sur la ligne blanche. C'est-à-dire là, le transverse, donc c'est un corset comme ça, c'est un embostat. Hein. Vous avez l'image d'un embostat, d'une ceinture lombaire. Ah ouais, ok. Eh bien, il faut imaginer un petit peu ça. Le transverse, c'est ça. C'est un embostat et il vient se terminer ici, sur l'appendice, sur la ligne qu'on appelle la ligne blanche, sur les cratilia, sur le pubis. Ici. D'accord? Ok. Alors, là, on va faire une petite aparté parce que ça vous intéresse au premier chef. Il est à noter, alors là, dans l'expiration aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a également des obliques, hein, transverses, et puis les abdominaux, les obliques, grand oblique, petit oblique. Et alors là, ici, on a un petit truc qui est assez étonnant, c'est que les muscles expirateurs ne s'insèrent que jusqu'à la 5e côte. Que jusqu'à la 5e côte. Du bas jusqu'à la 5e côte. Et ce, pourquoi? Et vous êtes
vous êtes intéressé par ça. Comme il s'insère que jusqu'à la 5e côte, les premières côtes, les 4 premières côtes, ne peuvent pas se vider totalement d'air, ne peuvent pas s'abaisser au maximum. Et cette difficulté de s'abaisser au maximum, mais qui est en même temps quelque chose de nécessaire, ça implique qu'on ne peut jamais faire le vide d'air du poumon. Il reste toujours 1 litre, voire 1,5 litre d'air, pour éviter bien sûr les problèmes de pression négative, de collement, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que même si vous faites de temps en temps, vous poussez un peu dur, vous avez quand même des mécanismes de sécurité qui sont là parce que le Créateur, il a dit, les apnéistes sont désolés, donc je vais faire autre chose. Voilà. Hein? Et donc ça, c'est quand même très important de bien penser ça. Alors, dans tout ce que vous avez vu là, vous voyez que le diaphragme, il est indissociable de la mécanique générale du corps. À savoir, il est indissociable du cœur du poumon, il est indissociable du foie, des viscères, il est indissociable de la musculature et du transverse qui lui sont antagoniques, il est indissociable du périnée, parce que tout ça fonctionne ensemble. On va passer maintenant à la fonction statique et protectrice du diaphragme. Donc là, cette fonction-là, c'est la fonction qui intervient quand vous allez prendre la main sur le diaphragme. Vous allez prendre la conscience par le blocage. La contraction simultanée du diaphragme et des abdominaux crée une hyperpression intra-abdominale importante. Tandis que au niveau thoracique, la glotte, quand on a des efforts à faire, va se fermer, créant également une hyperpression intrathoracique. Hyperpression intrathoracique, hyperpression intra-abdominale. Ces deux hyperpressions vont créer en fait une poutre de solidité qui vient doubler la colonne lombaire et qui nous permet, quand on a besoin de porter des charges ou de faire des efforts violents, de protéger notre colonne vertébrale pour éviter d'avoir des lombalgies, des hernies discales, des choses comme ça. Hein? Vous avez retenu tout à l'heure que aussitôt qu'on bloque tout, le corps se redresse. Et le fait que la colonne se redresse est un élément extrêmement protecteur pour la colonne, ça lui évite les pincements discaux et les risques secondaires avec la jeunesse aidante au hernie discale. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, est important de bien savoir ça. Donc, je disais que le tronc et l'abdomen est alors solidarisés avec la colonne vertébrale, permettant des efforts importants. Dans tout effort violent, on bloque automatiquement son diaphragme. Quand le geste est prémédité, on abaisse fréquemment son diaphragme en prenant une inspire profonde. Et à ce moment-là, je vais porter un sac de 30 kg ou 50 kg, je me gaine, je bloque ma respiration, j'ai créé une poutre composite pour la colonne lombaire et la colonne vertébrale, et je suis en sécurité. S'il s'agit d'un effort inopiné, parce que ça arrive aussi, eh bien, le diaphragme va se bloquer dans la position où il est. Parce qu'à ce moment-là, on a des petits systèmes de sécurité. Je fais un geste rapide, et bien, d'emblée, mes transverses vont pousser les viscères abdominaux sous la coupole diaphragmatique, qui va avoir un point fixe et un point fixe solide, et qui va nous protéger. D'accord? Donc c'est quand même très important. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce petit mécanisme-là, ça crée une poutre composite qui vient en fait protéger. On parle en fait de nos langage de béton précontraint. C'est-à-dire qu'en fait, ce diaphragme et la contraction musculaire qui entraîne la fixation du thorax, la fixation des muscles lombaires, crée une poutre qui est préformée et qui vient complètement s'appuyer sur toute la hauteur de la colonne et la protège. Donc ça, c'est quand même important. Sur la théorie, grosso modo, du diaphragme, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions? On va passer maintenant gentiment à la pratique.
Boulot. Non, ça va? C'est à peu près... Tu l'as pas lu celle-là? Ouf. Je n'ai pas vu, tu m'avais pas dit. Non, mais il n'a pas peur parce que, bon, moi quand je commence dans ces trucs-là, je peux parler des heures. Donc, respirez. Pas de questions? Bon, alors, C'est que t'es parfait. vous allez, pas tout de suite encore, mais vous entendez, on va lâcher un peu les chaises, parce que ce qui serait bien, parce que j'expliquais à Patrick, c'est que là, on va rentrer dans la partie des étirements. Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens s'étirent. Beaucoup. C'est mal. Mais beaucoup s'étirent très mal. C'est-à-dire que beaucoup de gens s'étirent et se font plus mal, je dis bien plus mal que pire. Donc, si déjà, avec cette deuxième partie, vous retenez les éléments clés d'un bon étirement, les objectifs de l'étirement qu'on va faire, les points de fixation nécessaires et le pourquoi on le fait, vous pourrez faire tous les étirements que vous voudrez après. Si vous avez compris ça, je peux m'en aller, vous serez tranquille. Donc c'est quand même important. Alors avant de faire des étirements, je vais vous faire faire une petite pratique. Donc il faudrait que vous soyez un petit peu à l'aise. Je vais apprendre des petites techniques de mobilisation diaphragmatique. L'idéal, c'est de le faire le matin, c'est-à-dire de faire toutes ces choses-là quand vous n'avez pas l'estomac chargé, quand vous êtes un peu détendu. Hein, c'est assez intéressant. Donc, je vais vous apprendre à faire un petit peu travailler votre diaphragme sur une expire forcée. Donc, vous pouvez le faire assis. Vous allez vous mettre les pieds bien à plat, les pieds légèrement écartés, voilà, tranquillement. Voilà. Voilà. Prenez un peu de calme. Vous allez inspirer tranquillement, puis vous allez inspirer tranquillement, vous allez souffler tout l'air, pas trop fort, tu peux le faire, mais vous soufflez l'air, vous essayez de vous vider, et surtout, vous ne reprenez pas d'air pour l'instant. Alors, allez-y, inspirez, soufflez, videz-vous, vous pouvez même baisser un petit peu la tête, enrouler les épaules, voilà, quand vous êtes à court d'expire, vous bloquez tout, puis maintenant, vous rentrez le ventre le plus possible. Vous rentrez le ventre le plus possible. Je veux voir le ventre creux, et vous tenez la posture jusqu'à ce que l'inspire revienne. Vous allez être obligé au bout d'un moment d'inspirer. Si vous n'inspirez pas, c'est que vous avez... J'ai entendu les gens expirer. D'accord? Donc, le but de la manœuvre, en fait, on fait remonter le diaphragme le maximum possible. D'accord? Et ce diaphragme, il est spasmé par des traumatismes, par du stress, votre patron qui vous enquiquine, la chef de service, enfin, vous voyez, tout ça, j'ai mal au ventre. Eh bien, ça, c'est le diaphragme, il peut un petit peu vous aider. Et la seule façon que vous allez avoir à agir sur ces fibres musculaires, c'est déjà par l'étirement que vous allez faire. Mais à la condition de le faire bien. Donc, vous recommencez une fois, vous inspirez tranquille, vous soufflez comme vous voulez. Puis, quand vous êtes en fin d'expiration, vous bloquez, vous ne reprenez pas surtout d'air, vous rentrez le ventre au maximum, et là vous tenez, et bien sûr vous comptez 3 minutes. C'est bon? Quand vous sentez que vous ne pouvez plus tenir, alors vous pouvez même ressentir si vous le faites bien. Alors, je vous le fais, je vous l'apprends, il faudra le faire tout seul. Vous allez sentir des petits spasmes même de contraction. Et c'est là où il faut essayer de tenir. C'est là où vous avez votre diaphragme qui est en train de vous dire, non, d'une pipe, j'en ai marre, tu vas lâcher. Et c'est là où vous avez le droit pendant quelques instants à ce que la conscience soit dominante sur la vie, sur l'autonomie. D'accord? Donc,
ce même mouvement, on peut le faire donc comme ça, mais on peut le faire en dynamique. Vous allez voir que c'est un petit peu plus facile. Alors ça, au départ, vous essayerez de le faire dans les plis ou allongé. Parce que allongé, vous allez faire déjà la pesanteur viscérale. La pesanteur viscérale va se faire sur la colonne, ça va libérer un petit peu les tensions et vous allez pouvoir mobiliser votre diaphragme plus facilement. Une question. Sur la reprise ventilatoire, Oui. à l'issue du travail, on préconise de relâcher la tension du diaphragme avant de reprendre la ventilation, pour éviter une inflammation de la glotte. Est-ce qu'on vous recommande Attends, vas-y. Forcé. Forcé. Il a remonté, il décide de reprendre l'impulsion, le lâche de contraction en ouvrant. Ouais, Avant de laisser entrer l'air oui. à nouveau, pour éviter une inflammation de la glotte. C'est ce qu'on pensait avec le ouais, peut-être. On ne peut pas le Oui, faire alors moi, deux je à ne trois suis fois. pas. Là, c'est pas ma spécialité. D'accord. On fait ce que Oui, parce que vous répétez ça fréquemment. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que là, On fait ce que je vous demande, on fait ça. Ouais. Tout. Voilà. On fait remonter, Ouais. ensuite qu'on se redresse. Ouais. On a bien creusé, mais avant de reprendre l'air, on va laisser retomber les épaules et ainsi que Mais tes épaules, le c'est pas diaphragme. intéressant qu'elles sont en l'air. Pardon? Tes épaules, c'est pas intéressant qu'elles sont en l'air. Non, non, mais c'est Non, de non, mais- démontrer le fait Ah oui, que... non, mais d'accord, non, mais dans ta respiration que tu fais, si tu peux laisser tes épaules basses, c'est bien mieux, parce que ton diaphragme travaille encore mieux. D'accord. Hein? Mais c'est à Oui, la fin du d'accord. mouvement, Oui, quand oui. je fais comme ceci, Ok. plutôt que de tout lâcher d'un coup, Ouais. on préconise de d'abord Oui. redescendre avant d'ouvrir l'arrivée d'air. Oui, alors ça, c'est le vécu des apnéistes, donc je ne peux pas discuter ça. Moi, ce que je peux faire, ce que je faisais Non, mais s'il y faire, avait une corrélation avec ce que vous savez, ou une invalidation à faire. non, je ne peux pas, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ah ben oui, j'ai pas envie d'en parler. Parce que j'ai pas dit que vous connaissez bien. Ben oui, ah non, mais bien sûr. Oui, mais là, j'ai pas voulu intervenir, moi, aujourd'hui, sur toute la biochimie et les barorécepteurs sur ça. Et Patrick m'a dit que globalement, vous connaissiez à peu près, vous connaissiez assez bien les ça. Bon, alors, on reprend le même exercice, mais en dynamique. Donc, même chose. Vous soufflez au maximum, vous rentrez votre ventre, et une fois que votre ventre est rentré, et là, on y va. Allez. Avec autant d'énergie. Ah oui, bah oui. Là, il n'y a aucun problème. Donc, là, il n'y a pas d'intervention extérieure. Donc, à aucun moment, le corps, ta puissance, en fait, intracorporelle, ne pourra te mettre en lésion. Et le but ici, c'est justement de venir étirer les fibres diaphragmatiques qui s'essorent et puis qui, quand tu relâches, tu as du sang qui arrive et c'est ce qui amène la détente. Hein? Et donc, il faut savoir que tout ce qui est fait de façon volontaire, sans intervention extérieure, il y a très très peu de chances, en fait, que ça passe les limites physiologiques de l'individu. On a des limites physiologiques qui sont, qui nous arrêteront bien avant. Donc, ça, c'est vous pouvez y aller, et puis il faut y aller, c'est... Alors, faites pas ça pendant une demi-heure, hein. Faites ça 4-5 fois. C'est plus supportable parce qu'il y a une simulation de mouvement. Oui, c'est bien plus facile, absolument, c'est pour ça. Mais l'autre est intéressant aussi, je pense que pour les apnéistes confirmés, il y a un travail certainement intéressant à faire de rentrer du ventre au maximum parce que tu vas être dans la notion d'étirement et la notion d'étirement maintenu est intéressante en ce sens que momentanément, il n'y a pas de sang qui arrive dans le muscle. Mais au moment où tu vas prendre ta respiration, là tout ton muscle, il est complètement baigné. Hein, et l'oxygène, et donc tu as viré l'acide lactique qui sont dans tous ces muscles-là, hein, et hop, tu vas avoir une inhibition circulatoire qui est intéressante. Donc ça, c'est quand même toujours intéressant. Vous voulez en faire une fois, je ne vous ai pas dit beaucoup le faire. Allez. Allez. Ça, regardez.
Ok? Donc ça, ces petites choses-là, vous pouvez les faire ici, vous pouvez les faire à l'envers. Tout ce qui vous sort est bon, automatiquement, il est ben oui, non, c'est important. Hein. Donc, alors, si vous avez un petit peu de temps également, ce qui peut être très intéressant. Un micro, que tu veux un micro, monsieur ? Bon, si vous avez quelques minutes le matin, quelque chose d'intéressant aussi, dans le lit, toujours quand vous êtes à charger, eh bien, c'est de vous faire un petit peu de massage. C'est-à-dire qu'avec vos pouces ou vos doigts, vous prenez la partie inférieure du lit, tout ça, vous commencez par passer tranquillement le long des côtes, en étant dans le tissu, hein, faut être dans le tissu, vous voyez, on va chercher le tissu, d'accord? Ah, tranquille, ça se fait bien allonger, et puis petit à petit, eh ben, vous allez essayer de rentrer les mains complètement sous les côtes. Et là, pour la première fois, pour la première fois, vous allez prendre contact avec vos fibres diaphragmatiques. Même si, bien sûr, il y a une fois, il y a des calviciaires et de muscles, mais vous allez pouvoir avoir accès. Et donc, ça, c'est très intéressant, position allongée. Par contre, il faut être détendu. Vous, mesdames, qui avez les ongles longs, vous vous les coupez avant, parce qu'il faut se rentrer dedans. C'est-à-dire que si on est juste là, il faut qu'un travail. Mais toutes les femmes n'ont pas les ongles. En repliant les doigts. Ça ne passera pas, n'est-ce pas? Enfin, ça peut, mais. Ou alors, parce que la première résistance que l'on a, c'est en fait la crainte. Les gens, aussitôt qu'on commence à aller les papouiller dans cette relation, ici, il y a réaction de défense et on a un mal fou à passer. Donc l'idéal, c'est d'apprendre à se le faire tout seul. Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Il faut lâcher, il faut. Voilà. Sans compter que quand vous les cherchez là, vous allez un petit peu drainer votre foie, ça va lui faire des petites pompes hépatiques, et puis vous allez lui faire. Mais il est content. Oui, la nature est contente. Bon. Maintenant, 2-3 petites techniques d'automobilisation. En fait, c'est l'ostéopathie, là, pour une fois. Ouais, on va en faire un petit peu, mais que vous allez vous faire. Au niveau du thorax, pour libérer les articulations, puisque vous avez besoin d'avoir de la liberté articulaire pour que les côtes puissent s'ouvrir et se refermer. Il faut libérer un petit peu les tensions costo-sternales, costo-vertébrales. Pour ce faire, vous allez mettre vos mains en opposition, droite-gauche, sur les côtes. Voilà, prenez, dégagez-vous un petit peu. Voilà, pour reprendre bien. Vous mettez, alors, chose importante, vous essayez de diriger vos bras dans le sens de la poussée. En fait, c'est pas ta main, ça va être. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, la paume des mains. Donc on essaye de venir, plus vous serez à la perpendiculaire de la poussée, plus vous serez efficace. Donc, vous allez commencer par expirer, en poussant sur les côtes. Puis, en fin d'expire, vous allez inspirer en résistant. Vous essayez d'opposer une résistance avec vos mains pour inspirer. Donc, vous faites travailler l'amplitude articulaire au maximum. Et on recommence. Voilà, serrez vos côtes. Serrez vos côtes. Et serrez vos côtes, il faut vraiment avoir la notion que les mains serrent. Tu es trop en avant. Plus sur le côté. Voilà, là. T'as poussé. Tu vois, là. T'as poussé. Faites une poussée sur les paumes. Là. Là. Perpendiculaire. Là, tu une poussée totalement inefficace. Et oui, regarde. T'as poussé tangentielle. Pas étonné. Tu fais rien. Pousser tangentielle, ça sert à rien. Il faut appuyer. Il faut avoir un bras de levier. Il y a des choses importantes. C'est la position. Le bras de levier. Il faut être au maximum. Plus derrière encore. Au maximum en opposition pour
hein. Encore. La poussée de l'avant-bras sur la paume de la main va entraîner la fait, c'est ta direction paume dans qui- laquelle c'est ta la paume côte qui va se appuie, ouais. déplacer. Donc ça, c'est important. Voilà, ça c'est bien. D'accord? Donc, vous faites ça Donc, ça- 4-5 fois. Ouais. Alors, c'est bien, vous pouvez déplacer un petit peu les mains, tranquillement, pour essayer d'aller travailler sur d'autres paramètres. Voilà. Puis après, eh ben, ce même mouvement, on va le faire en auto-déblocage. Et là encore, ça va être une technique rapide. C'est-à-dire, hein, on appelle ça des mouvements de haute vélocité et de basse amplitude. Donc, je pousse. J'inspire. Je pose. Vous voyez, je mets la gomme. Hein, et je lâche. Voilà. Mais par contre, pour que ça marche, il ne faut pas expirer. Donc, vous expirez. Vous inspirez en opposition et en poussant. Et en poussant bien. En poussant bien, d'accord? Voilà. Et voilà. Et quand vous inspirez, vous empêchez que les côtes bougent. Vous essayez, vous allez vous battre. Et quand vous êtes en train d'inspirer beaucoup plus loin, vous sentez des tensions par exemple dans le dos, vous lâchez tout, et vous allez avoir d'un seul coup les côtes qui vont s'ouvrir, le mouvement au niveau sternocostal, costo-vertébral va passer un petit peu son amplitude traditionnelle. C'est-à-dire que l'arc réflexe va aller au-delà de sa physiologie, mais toujours dans une physiologie contrôlée par l'organisme. Donc ça, il n'y a jamais de danger sur ce genre de choses. Hein? À partir du moment où c'est vous qui réalisez la poussée, vous ne faites pas de soucis, la sécurité organique est telle que, de toute façon, vous serez en sécurité. Ça va? Ah ben, il faut faire une poussée. Là, c'est bon, allez-y. Inspirez. Inspirez. Et lâchez tout. Mais il faut lâcher vite. Hein, pour vraiment essayer d'avoir cette notion d'ouverture. Alors pareil, hein, on ne fait pas ça 50 fois, vous faites ça 3-4 fois. Voilà. Et ça, c'est un travail extrêmement intéressant. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vous débloque doucement, enfin qui débloque, qui mobilise, on ne parle pas de blocage, hein, qui mobilise dans une amplitude plus grande que la normale ces articulations. Il faut savoir que au niveau du sternum et au niveau des côtes, il n'y a pas une grande amplitude. Donc quand on peut en donner un petit peu, c'est intéressant. Une question, souvent l'exercice, on peut en parler à des enfants par exemple, ou des ados ou... Ouais, mais de toute façon, toujours la même chose. Il faut être, comment dirais-je, en parallèle de l'âge de l'enfant. On ne va pas lui... Voilà. Hein, on le fait gentiment, mais absolument. Nous, on faisait ça en faisant en même temps des pompes lymphatiques sur table, et les gamins, on leur demande de pousser, on contre-pousse, on lâche, et puis on va le temps. Mais comme c'est très malléable, ça fait tout de suite. C'est gentil comme tout. Cette chose-là, vous pouvez la faire ici également. Alors, c'est toujours moins efficace, parce que les premières côtes, elles sont quasiment fixes, elles sont prises entre la colonne et le sternum, elles sont horizontales. Bien, ici, on a les côtes flottantes et les côtes qui sont complètement semi-immobiles avec le cardiaque. Là. Donc, même chose, on met sa main, c'est le même mouvement là, mais c'est moins objectif, mais c'est intéressant parce que le peu d'amplitude obtenue est toujours intéressant. Donc, dans un premier temps, expiration. Voyez-moi, pour être efficace, quand j'expire comme ça, j'expire ce qu'on appelle en ujjayi, c'est-à-dire glotte fermée. Donc ça me permet de mettre beaucoup plus le paquet. Voilà, c'est... Voilà, on peut croiser là. Donc, ça te permet de faire quoi du coup ça? tu pousses... Non, ouais, je veux dire ta respiration, ça permet d'avoir plus d'amplitude? Tu concentres en fait ta ventilation beaucoup plus sur ce que tu fais. D'accord. Si tu es là, c'est un focus quoi. Ok. Si tu commences à faire... Ouais, ok. Parce que ça, tu vas d'emblée, tu es déjà dans la contraction, hein, du transverse, oui, d'accord. des abdominaux.
Plutôt devant, dans l'idéal. Si tu peux, toi qui souffles, tu peux, c'est l'idéal. Toi, c'est l'idéal. Tu vois, On a le sens du travail. Alors que moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Il y a beaucoup de gens. Alors, monte comme tu veux. Voilà. Donc, toujours même chose. Pousser, contre-pousser sur l'inspire. Vous devez sentir, parce qu'en même temps, quand vous faites ces exercices-là, essayez d'être sensitif. C'est-à-dire, essayez de sentir la réponse des côtes dans votre main. Tu lâches d'un coup à la fin. D'accord? C'est important de D'un coup sentir à la ça. fin. Faut pas essayer À la de fin faire de un l'inspiration. mouvement. Pour le mouvement, il faut essayer de le sentir. C'est là. Vous sentez les côtes qui s'amènent, et quand, alors c'est pour ça qu'il faut faire ça tranquillement. 2, 3 fois. Vous allez voir qu'à la deuxième ou troisième fois, l'amplitude est beaucoup supérieure. Parce que vous commencez progressivement à déparasiter. Au départ, il y a une réaction de défense. Et puis petit à petit, voilà. Et quand vous inspirez, vous opposez. 3-4 fois, puis après, même chose, vous inspirez, vous opposez et vous lâchez. Donc le mouvement ici, le ballon sera un petit peu plus faible, mais de toute façon, ça sera quand même un ballon. Ça va ça? Ouais. De toute façon, vous aurez le topo. Donc là, vous faites peut-être bien. Sur certains un petit peu libéré. Alors par contre, pour certains étirements, la chaise va être bien, mais ouais, voilà. Je vais dire ça. N'en fais pas, c'est justement là-dessus. Et voilà, il y a toujours, c'est important de ça. Je vais bien vous expliquer s'il est intéressant de s'étirer, quand il faut s'étirer. Donc pour les étirements, pareil, ce que je vous ai dit tout à l'heure, déterminer l'objectif qui doit être obtenu. Si vous êtes sur la cuisse, sur le dos antérieur par exemple, il faut que l'étirement soit ressenti sur la cuisse, pas dans le genou, sur la cuisse. Si l'étirement est destiné au muscle jambier à la chaîne postérieure, il faut que l'étirement soit ressenti sur la chaîne postérieure, mais pas dans le dos. D'accord? Ça, c'est très très important. Donc, ensuite, la chose importante, c'est de faire attention aux corrections préalables, parce que ça, c'est la base des choses. Par exemple, là encore, tiens, tu peux mettre le truc que tu appelles Smoothie. Non, pas celui-là, non, pas celui-là, pas celui-là. Voilà, voilà, ça, je vous fais voir ça, parce que, à pas faire. Voilà, vous voyez qu'ici, dans le premier cas de figure, on a un bassin qui est en rétroversion, une colonne lombaire qui est en syphose lombaire, l'ischio qui est là, il est carrément à l'avant, et regardez la distance d'étirement. D'accord? Là, cette personne qui fait ça se fait mal au dos. Elle fait ce qu'on appelle un symptôme de pathologie extrême, c'est-à-dire que les jambes sont bloquées au sol. Ce sujet-là, la plupart du temps, il va s'enrouler en plus. Il va venir mettre une compression complètement dingue sur ses disques intervertébraux. Pathologie de la position extrême, là, c'est des choses qu'on a vues couramment dans nos cabinets. Donc, celui-ci, il est un peu meilleur. En sachant, je vous l'ai pris pour vous faire voir la nécessité de faire des corrections. En sachant que les étirements, par exemple, de la chaîne postérieure assis, c'est pas intéressant. Parce qu'il est très difficile de contrôler le bassin. Mais déjà, ce que je veux faire voir, vous voyez, c'est ça. Là, bassin rétroversé, bassin verticalisé. L'ischio est en arrière. Et regardez la distance d'étirement, elle a un tiers de plus. Même si c'est pas bon, celui-là, il est un peu meilleur. D'accord? Mais c'est pas bon. Hein? Donc, par exemple, on peut peut-être, au jour tout de suite,
Vous allez prendre une chaise, on va commencer par chacun, et on va commencer par faire un petit étirement des ischio-jambiers. L'ischio-jambier et la chaîne postérieure. Donc, vous libérez ce sur la tête parce que vous allez devoir mettre le pied. Et alors, chose importante, quand vous faites du jogging, quand vous faites... je ne sais pas vu, Claude. C'est le suivant. Ça va faire, toi? Ah, tu arrives rapidement. C'est bien. Bon, vous voyez ce que je voulais dire? Vous voyez souvent beaucoup de gens s'étirer. Et vous voyez beaucoup de gens qui s'étirent, par exemple, sur le dossier d'avant. C'est le dos qui est en train d'être couillonné. Donc, pas intéressant. L'étirement dans l'échelle postérieure, dans l'échelle musculaire, il doit être systématiquement adapté à la morphologie de chacun. Il y en a pour qui ça sera trop haut. Il y en a pour qui ça sera bien. Et puis d'autres, il faudra encore monter. Prise de position de base. On met le pied sur la table. Sur l'échelle. Voilà. Voilà. Vous mettez la main sur les bassins opposés. Donc, j'ai la main gauche, j'ai la jambe gauche, vous mettez la main droite sur l'iliaque droite. Voilà, fais comme moi, Claude, comme ça sera bien. Voilà. La main droite. Avec votre main, vous allez d'abord commencer par fermer l'angle entre la jambe et le bassin. Et déjà, vous allez commencer à sentir qu'il y a des étirements qui tirent. D'accord? Ça se sent? D'accord? Vous allez veiller également déjà, ici, à la position du pied. Beaucoup de gens vont avoir un pied comme ça ou un pied comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des fibres musculaires qui vont tirer sur le fémur ou sur le genou et qui vont se mettre dans une position de facilitation. Le gars, il va être content, il va arriver au cabinet et dire « Ah, absolument des murs, comment je fais ça bien ?» Et puis je le retrouve comme ça. Oui, tu peux faire ça, ça ne fait plus rien, d'accord? Donc, attention au point flic. Donc, 1, fermeture du bassin, fermeture de l'angle. 2, relèvement de la pointe du pied. 3, par bascule du bassin, vous tentez d'aller vers l'avant. D'accord? Donc, bien droit. Donc, là, par exemple, déjà, c'est pas terrible. Là, d'accord? Donc, toi, regarde, là, tu es ouvert. Voilà. Alors, toi, tu as une hyperlaxité des genoux. Voilà déjà une chose qu'il faut contrôler. Donc, toi, tu prends 2 degrés. Voilà. Il ne faut surtout pas... Alors, pour les gens hyperlaxes, il ne faut surtout pas se mettre en hyperextension. Parce que dans ces cas-là, il n'y a aucun étirement musculaire. Il n'y a qu'un étirement sur la partie postérieure de la coque condylienne, et c'est de la pathologie future que vous entraînez. D'accord? Donc, toute personne qui a, là, voilà, on a un exemple frappant d'une hyperextension physiologique, mais pour être efficace dans l'étirement, eh ben, elle va devoir prendre un petit crédit de flexion pour être sûr, voilà, et ça ne va pas s'allonger. Et maintenant, tu fermes ton bassin. Là déjà, est-ce que tu commences à le sentir dans ta jambe? J'ai l'impression de faire une torsion. Mais oui, mais on s'en fout. C'est ça que je veux que tu comprennes. D'accord? Non, c'est pas une torsion du thorax. C'est une fermeture du bassin. Non, c'est une fermeture du bassin. Tu pousses sur moi. Là, pousse là. Il faut garder l'équilibre. Ah, oui, mais tu peux prendre. Allez, pousse encore. Pousse encore. Non. Là, je vais tomber là. C'est là. C'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. Oui, Hein? c'est le bassin. Toi. Oui, il faut mettre volontairement. Toi, tu es bien trop ouvert. Tu es bien trop ouvert. Ferme-moi ton bassin. Non, ferme ton bassin. Twist. Il va se faire l'écran. Ouais, c'est le fait Droit devant. Voilà. Ça tire sur les latex, ça tire sur les... Ils sont dans ta jambe. C'est pas bon. Ok. Ça touche les... Ah non, il a dit après, tu auras désormais... Ouais, ça tire sur les condyles. Les condyles. Ça tire derrière... Là, avec le mâchoire. D'accord? Ferme ton bassin. Temps de rotation. Là, relèvement du pied. Fermeture. Fermeture. Allez, il faut faire. Regarde ça. Hein. Voilà. D'accord? C'est ça qui est important.
Si, j'ai Mais quand glissé ça bien. tire trop sur le mollet, Ouais, c'est pas mal, mais tu triches un peu avec ta godasse, quoi. Si tu crois. faut le faire régulièrement. Voilà. Tu vois, là, toi, tu n'es pas du tout corrigé. Faut que tu corriges ton dos. Donc, sauf si tu es, voilà. Mets ton dos, ton pied bien bas, là, ferme ton bassin, creuse tes lombaires, là, bascule tes lombaires, bascule ton bassin, là, toi, voilà, t'es déjà presque haut pour toi. D'accord? Tu vas regarder là, regarde, tu pars tout de suite. Regarde là. Eh oui, eh ouais. Voilà quelqu'un qui s'étire pas. Voilà quelqu'un qui s'étire pas. Là. Flag. C'est pas grave, tu peux mettre ta main en haut. Mets ta main Allez, ferme. Tu te sens? Voilà. D'accord? Ce qui est important, c'est de sentir une chaîne. La chaîne postérieure, la chaîne antérieure, la chaîne latérale. Hein? Donc c'est très très difficile. Donc ça. C'est question, parce que ça tire d'abord le mollet. Eh ben oui, mais c'est pas grave. Ça veut dire que toi, tu es. Il n'y a rien qu'à voir ta posture, je vois bien que tu es raide. Donc, ferme. Alors, tu as fait moi. Avance-le. Voilà. Ne ferme pas tes épaules. Ferme ton bassin. Voilà. Creuse ton dos. Et bascule. Là. D'accord? Et voilà. Et là-dessus, vous respirez tranquillement. Tranquille, pour qu'il y ait adaptation. Et puis, il faut toujours reprendre ces corrections en permanence. C'est-à-dire que là, je suis en train de tourner le dos, il est déjà reparti. D'accord? Et là, parce que les muscles qui sont étirés, ils ont envie de se mettre dans une situation de confort. Et donc, si la pensée, si le mental n'est pas dans ce que l'on veut faire, très vite, involontairement, le corps échappe. Et c'est comme ça que nous, on avait des gens qui arrivaient, on disait « Ah, vos étirements, je les fais hein !» On lui a donné un truc et puis il est au centre de ce qu'on allait faire. D'accord? Là aussi, quelques degrés. Et ça, c'est très dur de le fixer. C'est clair. Parce qu'on a tendance, là, tu le tiens là, droit, tu fermes, tu creuses ton dos, et tu viens doucement en avant. Non, tu peux venir en avant. Voilà, on creuse dans ton dos, voilà, et tu relèves. Et tu respires tranquillement. D'accord? Okay. Voilà. Et oui, voilà. Ce qu'il faut bien que vous ayez à l'esprit, c'est 1, les points de fixation, 2, la région que vous voulez tirer. En sachant que cette région, chez certains, elle va s'étirer facilement, et chez d'autres, eh ben, elle va s'étirer difficilement. Donc ils vont se mettre dans des grimaces énormes. À savoir, par exemple, la fesse qui se lève, le bassin qui part en arrière, une inclinaison du thorax. Tout ça va se faire pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne postérieure qui est beaucoup trop courte. Par conséquent, tant que vous n'arriverez pas à travailler sur cette chaîne postérieure, le travail que vous faites est vain. Et il fait surtout du bobo au reste du corps. Donc, cherchez pas à aller loin, ne faites pas de mimétisme pour se dire « Tiens, tartampion, hein, fais ça ». Non, soyez dans votre ressenti. Fermeture, correction, relèvement, cambré, fermeture, il est reparti, correction, pousser de la tête vers le plafond, relèvement, fermeture. Mais non, ce que je veux dire, vous voyez, le problème, il est là. C'est qu'il faut que vous soyez dans la... Il y a une vidéo, c'est encore... Si vous n'êtes pas dans le champ de conscience de ce que vous faites, ben, vous allez continuer à faire des étirements que vous avez toujours fait, c'est-à-dire de travail. D'accord? Le temps d'étirement, eh ben, vous faites... un certain temps. Alors, là, on va mettre la notion importante. Lorsque vous venez de faire une activité forte, conséquente, fatigante musculairement, on va faire des étirements longs. Longs, 20, 30 secondes, 40 secondes, on peut même aller jusqu'à 1 minute. Parce qu'on va récupérer. Mais attention, l'étirement lent entraîne une sédation des récepteurs sensitifs au niveau des muscles. Et par conséquent, on a une petite période réfractaire qu'on appelle, où le muscle, après l'étirement, ne peut pas se contracter. Donc, quand vous êtes dans une phase d'étirement long, pas question de reprendre une activité après. On n'est pas du tout dans les mêmes étirements. D'accord? On est dans un étirement de récupération, ou un étirement pour acquérir de la souplesse.
j'ai expliqué à Patrick que ce type d'étirement, en fait, pour vous qui êtes des sportifs de bon niveau, eh bien, vous devriez faire ça à des périodes où vous n'avez pas d'entraînement. Quand on envoie une équipe de basket en vacances au mois de juin, juillet, on leur demande, ou de foot, on leur demande d'entretenir leur musculature pour qu'au moment où on va reprendre l'entraînement, on n'ait pas à travailler sur des insuffisances qui auraient dû être travaillées dans les moments où il n'y a pas d'explosion. D'accord ? Puisqu'on ne peut pas, faire de travail explosif après. Quand on veut faire du travail explosif, donc tous ces étirements-là, on peut les faire. Alors, pour les ischios, il y en a un autre aussi qui est toujours intéressant parce qu'il est encore dans un système de contrôle. Une main derrière les lombaires, un genou en flexion, jambes tendues, sauf pour les gens qui sont en hyperextension, la main basse sur le ventre, poussez dans le verrouillage lombaire, poussez des fesses en arrière, jusqu'à ce que vous sentiez, vous voyez, on va trembler, jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement dans la chaîne postérieure. Voilà. Et là, par exemple, si on veut faire de l'activité physique après, on fait un étirement qui ne pousse jamais au maximum. On reste dans sa physiologie. On fait un étirement qui est dans l'acquis que l'on a. Par contre, on répète l'étirement 4, 5, 6 fois pour faire appel à la masse circulatoire qui va irriguer le muscle et qui va préparer justement le sujet à faire une activité explosive. Bon, là, toi qui es grand et souple, tu pourrais quand même faire un peu plus d'efforts. Bascule vers l'avant. Encore. Je reste cambré. Ouais, pas trop cambré, verrouillé, voilà, et descends. Pousse tes fesses en bas, plie ta jambe d'appui. Voilà, bascule. Voilà. Pousse tes fesses en bas. Allez, tu es presque un peu trop cambré. Tiens-moi tes appuis. Voilà, tu vois? Est-ce que tu arrives à te mettre en tension? Est-ce que tu arrives à te mettre? Je peux me mettre en tension, mais comme je dis, je suis hyper lax. Oui, descends. Voilà. Parce que tu es dedans. Ça comment? Alors, tu peux jouer également avec le redressement du pied pour entraîner la chaise. Tu le sens? Et le mouvement, il va être redressement du pied permanent, effort de la sculpte de bassin. Tu oublies le reste. Redressement du pied, descendre du bassin. Voilà. Redressement du pied. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Quand vous dites pas d'étirement passif-long avant un effort explosif, c'est combien de temps avant? Parce que là, vous avez aussi parlé des sportifs qui partent en vacances. Enfin, on est sur les semaines avant, sur les jours avant, sur les minutes avant. C'est quoi l'échelle? Non, justement, pas d'étirement. Par exemple, aujourd'hui, si on fait des étirements longs, pas question d'aller nager derrière. Mais d'aller neiger ce soir ou d'aller neiger demain? Ah ben non, demain ou après-demain, c'est bon. Mais c'est pas le moment. L'inhibition, le mécanisme d'inhibition qui se produit au niveau de nos récepteurs, il va très vite récupérer. Hein, ça veut dire que, parce que, en fait, on perd de cette sensation de proprioception qui nous protège. Et le but, c'est pas. Et non seulement on perd cette sensation de proprioceptivité, mais en fait, on a tellement inhibé nos récepteurs qu'on ne peut pas courir, on ne peut pas avancer. Donc ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Échelle de temps 2 à 3 heures? Oui. Pour faire 2 à 3 heures, il faut mieux faire des étirements à ce moment-là courts, répétés, en deçà de l'étirement maximum. C'est-à-dire qu'on cherche. Ah oui, c'est toujours la notion difficile. Il y a une confusion toujours entre l'étirement long, qui, si on a une activité explosive à faire, ne doit pas être fait. Par contre, l'étirement court, dans la limite sous-maximale d'étirement du sujet, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à ce moment-là à aller se faire mal, mais on s'étire. Tiens. Là, je peux y aller. Et là, après, ça me met du sang dans mes muscles, ça me les prépare. Donc ça, je peux y aller. Vous voyez, cette différence, elle est très importante. Long, c'est quelque chose qui inhibe. Il faut du repos. L'étirement court et répété est une chose importante. Voilà. Et l'étirer comme ça, moi j'ai l'impression que ça tire sur le genou, enfin à l'arrière, sur le genou. C'est parce que tu mets ton genou bien extension. Ah, il ne faut pas le mettre en non, il ne faut pas qu'on y perd. Non, mais là, justement, Mets ton genou dans le tronc, descends ton bassin, encore un petit peu.
tu le mets à peu près dans Oui, ton là, c'est bon. Et là, par exemple, fais un effort de redressement du pied, fais un effort de cambrer les lombaires. Voilà. Et tu as toujours, ta pensée doit osciller en permanence entre ces efforts à faire. Mais ça, on ne fait pas tout de suite après l'effort. On fait un effort là. Parce que moi, j'ai lu que avec les muscles, pour retrouver leur. Oui, tu peux, tu vas pas faire ça en sortant d'eau, mais oui, mais si, 10 minutes, un quart d'heure après, si tu as eu, attention, les étirements longs, tu fais ça si vraiment tu as eu une activité très, très dure. Mais vous, en fait, en natation, vous n'avez jamais d'activité très explosive. Donc, on n'a pas d'appui sur du dur. Ben oui. Oui, c'est bien pour ça. Donc en fait, vous pouvez faire quand même pas mal d'étirements, mais vous n'allez pas toujours au maximum. Et c'est intéressant aussi de faire toutes ces techniques d'étirement court, voire contracture relâchée, c'est-à-dire pousser également du pied, je descends, pousser du pied par exemple en position, je descends, 4-5 secondes, je relâche. Pousser du pied dans le sol, c'est-à-dire je vais demander une contraction active de mes muscles dans une position d'étirement inframaximale. D'accord? Ça, c'est important. Et ça, c'est très, très important de faire ça. Vous voulez essayer de faire ça, c'est pas facile à faire non plus. Donc, vous reprenez la même position de base, et au lieu d'être passif, vous allez être actif. C'est-à-dire, vous allez prendre la position, vous allez vous étirer gentiment, et vous allez essayer de pousser le talon dans le sol. 4, 5, 6 secondes. Puis vous relâchez. Au moment du relâchement, vous essayez de gagner quelques petits millimètres. Je réappuie. Hop, je relâche, je descends. J'appuie, hop, 4, 5, 6 secondes. D'accord? Claude, il faudrait que tu mettes tes fesses un petit peu plus en arrière et que tu plies ton genou, ta jambe d'appui. Voilà. Et pousse tes fesses en arrière. Pousse tes fesses en arrière. Ah bah, je fais que ça. Non. Plie ta jambe. T'es raide, toi, là? Ah bah, dis, on va voir ça. Demain, on va voir ça. Voilà. Ok. Voilà. Plie un peu bien. Ok. Ok. Hein? Allez, ça va? Ouais. Tout va bien, merci. Voilà, c'est bien. Ouais, t'es bien, là. Alors, même chose, on peut pousser la pointe des fesses, avoir cette notion d'étirement. C'est ce qui donne les étirements. Là. Eh oui, pousser. Hein, là, en fait, là. Si je cherche à pousser mon ischion en arrière et en haut, je sais que ma colonne lombaire est automatiquement verrouillée. Et donc, je suis sur l'étirement de la chaîne. Descends un peu plus, tu peux descendre bien plus, tu fais, t'es trop... Ouais, mais t'es trop retiré. Regarde. Je suis trop petit. Non, mais t'es trop bien. Mets-toi là. Mets ton pied là, vertical. Là, regarde. Là, et là. Tac. Voilà. Donc toi, tu peux avoir besoin de plier ton cou un petit peu plus. Encore, descends. Ferme le bassin. Voilà, c'est important. Tu sens, aussitôt que tu refermes le bassin, tu as beaucoup plus de tension. C'est très important. T'as mis les fesses en arrière? Voilà. Il y en a un qui est très mauvais là. Hein. Tirez. On peut changer Non. C'est qu'avec la jambe droite. Bon. Là, dérouter le fesses. Pousse la pointe de tes fesses en arrière. Alors encore. Voilà. Reste droit. Cherche pas les loups. Pousse un peu plus là-haut. Double menton. Pousse là. Là, dans l'axe. Creuse ton dos. Voilà, creuse ton dos. Voilà. Tranquille. Là, tu commences. Et tu peux, hop, pas plus loin. Plie ton genou un petit peu pour mettre ton bassin droit. Voilà. Dos droit, tu es en train de lâcher. Voilà. C'est dedans. Et toi, il faut vraiment que tu fasses attention. C'est-à-dire que il faut bien que vous reteniez. Qu'est-ce que tu as à faire? Non, c'est... Ah, la petite dame, bon. Qu'il faut que vous reteniez, c'est en fait d'être le plus possible bien positionné. Et ça, quand on est trop raide, le corps, il se met au service de la raideur. Donc là, dans ce mouvement-là, ce qui est important, 1,
bassin horizontal. Vous voyez, je pars de là. Je ne fais pas ça. Hein. Là, regardez. Le pan simple. Voilà. Là. Maintenant, la main derrière les lombaires, je pousse mes fesses en arrière, mon ischion en arrière et haut. Ça me verrouille, ça me cambre légèrement. En fait, je ne cambre pas, puisqu'étant presque à 90 degrés, je ne peux pas cambrer. Donc, je suis simplement en protection lombaire. Et là, voilà, je vérifie bien la position de mon bassin. Il ne faut pas être comme ça. C'est pas bon. C'est là. Et là. Et là, je suis dedans déjà. Hop. Voilà. Et ce qu'il faut surtout, c'est pousser avec son bassin. D'accord? Or, ce que beaucoup font, vous poussez. Avec le dos. Eh ouais, parce que. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'étirement. Il y a un étirement, mais je veux dire, le dos, c'est pas facile. Hein? On passe à un autre? Ouais. Bon, un étirement intéressant aussi, l'étirement des droits antérieurs. Allez, eh ben, je vous laisse faire. Faites-moi voir, je vais vous corriger. Ah, vas-y, faites comme tu as l'habitude. D'accord. Avec la rétroversion. Celui-là, il est viré. Allons-y. Bon, alors, voilà. En fait, quand on fait un étirement du droit antérieur, il ne faut surtout pas faire de talon-fesse. Le talon-fesse n'a qu'un intérêt, abîmer vos genoux, abîmer vos ménisques, ça sert. Donc, moralité, la petite chose simple, on prend un point d'appui, on prend son pied, et surtout, regardez bien, souple. Là-dessus, je plie ma jambe d'appui. Je mets mon bassin en rétroversion. D'accord? Et une fois que ce bassin est en rétroversion, je tente, tout en gardant la fixation, de venir mettre mon genou à la verticale de mon corps, voire en arrière, sans lâcher la correction lombaire. D'accord? Vous me suivez? Ouais. Tu tires trop sur ta... Non, ça va, c'est gentil, merci. Tu tires beaucoup trop sur ta jambe. Celui-là, je peux le faire, alors. Tu filmes. Ah oui, non, je tiens pas juste l'appareil photo pour le plaisir. Ouais. Non? C'est pour ça que ça part bien. Le bassin est droit. L'observateur est Mais en rétroversion, parce qu'on se passe là. Une fois que tu essaies de la débrouille, Ah oui, là, ça même quand il a suffi un petit coup la jambe. Là, le quadriceps, les travails. Ah oui, d'accord. Je marche, je fais travailler mes psoas, je me penche, je fais travailler mes psoas, je cours. Ce sont mes psoas qui fléchissent sur le tronc. Donc, ce sont des muscles qui travaillent énormément. Ce sont donc des muscles qu'il est toujours intéressant d'étirer. Mais c'est pas tout à fait, c'est assez difficile d'étirer ça. La première technique, c'est un genou à terre, en position du chevalier servant. Voilà. Alors là, c'est là, une fois que c'est pas terrible. Là, vous rétroversez, parce que c'est toujours le point de base, rétroversion du bassin quand il s'agit d'un étirement antérieur. Le psoas, il est passé entre la première lombaire qui est là, à la partie haute du fémur, il traverse le bassin. Donc là encore, le psoas, on n'y a pas accès. On est donc obligé de travailler en essayant de se mettre en tension. Et donc, rétroversion du bassin et translation antérieure du bassin. Vous allez sentir la cuisse, et bien sûr, le psoas, vous ne l'aurez pas toujours. Voilà. Est-ce que vous arrivez à sentir que tu ne le pousses pas assez? Je sens déjà que tu n'es pas dedans, toi. Voilà. Voilà. Et encore. Là. Tu gardes ça. Tu gardes ce gars-là. Et maintenant,
ce gainage gardé, avec un tour. Oui, il faut prendre des points d'appui. Hein. Ce gainage gardé, tu pousses l'ensemble en avant. Là. Tu sors en arrière. C'est cette zone-là que tu veux. C'est pas facile. Alors, il y a des techniques. Si vous avez un lit haut, c'est beaucoup plus facile. Parce que quand on a un lit haut, on peut se mettre dans une position, bah tiens, les grands, il y a un grand. On va l'utiliser. Je vais vous faire voir une technique d'étirement spécifique d'une psoas. Tiens, je vais te mettre ça peut-être quand tu mal. Quand tu vois le mec, tu vois lui. Mais vers moi. Parce que sans ça, je vais être trop bas. Ouais. Ça. Voilà. Ok. Tu t'allonges. Non, sur le ventre, cette jambe-ci au sol. Il est encore plus grand mort que lui. Voilà. Donc regardez cette posture, vous pouvez la faire éventuellement dans une salle de bain en vous mettant en appui sur la baignoire. Voilà. Et le genou sur un tabouret haut. Alors vous voyez, je vais le mettre en tension. Parce que là, il n'y est pas. Là, on commence déjà. La mise en tension que je fais va protéger sa colonne lombaire. D'accord? Vous voyez, là, elle est soulevée. Et maintenant, moi, je vais aller chercher son psoas. Ah, mais voilà. Là, je vais prendre toute l'installer dans ma main. Voilà, tranquille. Et là, c'est dans le Voilà. cabinet. Tu appuies ton genou sur ma main. Fort, celui-là. Voilà. Tranquille. Oui. Et tu relâches. Voilà. Et je monte. Allez, appuie. Encore 2 mètres avant que Et tu relâches. Voilà. Tu appuies. C'est à des fins éducatives et pédagogiques. Tu relâches. Tranquillement. Là encore, il faut savoir que vu la facilité avec laquelle je vais tirer le psoas, il serait intéressant d'avoir une table un peu plus basse. Et oui, parce que quand on a un psoas rétracté, j'ai un mal fou et je peux vous dire que moi, fallait y aller quand je faisais ça. Pendant que je suis là, je vais vous faire voir, on a fait tout à l'heure le droit antérieur. Ben, je vais vous faire voir, je vais lui faire étirer son droit antérieur et là, il va gueuler. Je veux une copie de la vidéo. Regarde-lui, c'est Vous voyez, je vais prendre Pour le procès. Voilà. Je vais venir corriger son bassin. Et maintenant, tu vas pousser sur mon épaule avec ta jambe. Alors, Celle-là. Là, tranquille. Je la déplie. Voilà. D'accord. Ah, t'essayes. Et tu relâches. Oui, là, dans l'autre sens que ça fait dire. Ah oui, c'est ce qui dit. Là, je suis en train de lui étirer le droit antérieur. D'accord? Par des techniques de contracter, relâcher. Oui, tu mets comme tu veux. Moi, je sors rien. Là, Et je relâche. et tu relâches. D'accord? Alors là, tu vois, il faut toujours que je te corrige. Vas-y, pousse. Voilà. Et tu relâches. Ok? Là, son. Malheureusement, je le retraite. Là, on étire vraiment spécifiquement le droit antérieur. On a mis sa colonne vertébrale, son bassin, en rétroversion, donc sécurisé. Et la colonne étant plutôt, même légèrement syphosée, mais là, pour le bien de l'exercice, le psoas, il s'insère sur la partie antérieure de ses vertèbres. Là, il descend dans le bassin pour se terminer à la face interne du fémur. Donc, le but là encore de l'étirement, point de fixation, point mobile, il est là. C'est moi qui ai le point mobile. La plupart du temps, le psoas dans la vie de tous les jours, c'est un point de fixation
fémorale, et tu peux te lever, et ce sont les lombaires qui deviennent mobiles. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont un psoas spasmé sont lordosés. Ils font des douleurs lombaires. Ok, donc c'est vraiment un muscle qui est toujours extrêmement intéressant à étirer. Mais pas très facile, parce que, ou alors il faut le faire à deux. Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais pendant que vous faisiez. Absolument, c'est ça. Tu vas lever celle-là. Je crois que tu l'avais mis comme ça. Ouais. Et là, effectivement, alors, absolument, tu pars en... Je valide à partir du moment où tu es capable de faire une rétroversion du bassin. Voilà, absolument. Et là, tu vas l'étirer. Voilà. Alors, par contre, regarde toujours la même chose. Oui, alors, tu mets oublier. non, il faut que tu fermes. Oui, c'est ça. D'accord? Tu fermes. Oui, mais là, oui. Ah oui, comme tu aurais mieux fait de mettre ta main là. C'est intéressant. Voilà. Voilà, tu mets ta main ici. Non, sur ta fesse. Sur ma fesse, oui, c'est voilà. ça. Voilà, oui. Et puis, tu vas fermer déjà ton bassin. Ouais. Tu rétroverses ton bassin. Voilà. Ouais, gagne-moi ça plus là, c'est tout bon. Et maintenant, la résultante de ta force, tu pousses là, devant, en oblique. Est-ce que tu es dedans? D'accord? Donc ça, c'est un truc. Et en même temps, on est ici, dans le droit antérieur. Hein? Mais attention, regardez, si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous mettre en torsion. Hein? Eh bien oui, hein? en torsion d'adaptation pour être dans le non-effort. C'est génial. Donc celle-ci, c'est une chose que voilà. Voilà. Ferme ton bassin, rentre ton ventre, encore plus. Voilà. C'est presque trop haut pour toi. C'est presque trop haut pour toi parce que verrouille. Voilà, et tu pousses. Là. T'es dedans? Ah oui. Quelqu'un veut essayer? Et là aussi, ça va. Ben oui, c'est une technique d'étirement. En fait, on est dans la chaîne musculaire antérieure. Donc, hein, on étire et le psoas et le droit antérieur. Quelqu'un veut se mettre en position? Pour sentir? Non, personne? Allez. Pubis en avant, antéversion, pubis en arrière, lordose lombaire. Rétroversion, pubis en avant, syphose lombaire. Antéversion, lordose lombaire, pubis en arrière. Hop, hop. Ça, c'est un petit mouvement également extrêmement intéressant pour libérer les lombaires. Hein? Tac, sacroiliaque, tac, vous voyez, des petites choses, voilà, ça, très intéressant. Voilà, tchouk, rentrez la jambe dans le corps, hop, 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 voilà, et vous êtes en train de travailler ces petites parties-là, voilà. Voilà. Et on essaye par contre de ne pas trop osciller les épaules, puisque le but de la manœuvre ici, c'est de faire rentrer la jambe dans le corps pour que le bassin se mette en inclinaison. Ça fait travailler la sacroiliaque et les lombaires. Hop. Ça c'est juste de travailler. Oui, mais non. L'air discale, elle en est où? Hein, elle est là? Non, mais d'accord, mais elle en est où? Ah, j'espère qu'elle bon. Ces mouvements-là sont autorisants. Ce qu'il ne faut pas faire avec une hernie discale, c'est surtout pas se mettre en syphose lombaire avec des efforts qui peuvent faire sortir. Par contre, faire simplement des mouvements d'entrée, rétroversion, hernie discale ou pas, à partir du moment où ce mouvement-là n'entraîne pas de douleur, la hernie ne sera pas compressive, il n'y aura pas de bobo. Hein? Par contre, si je fais ça avec une hernie discale et que je vais porter 25 kg, là, c'est pas bien. D'accord? Donc, même avec une lombalgie, même avec une hernie discale, il y a des tas de mouvements permis, si ce n'est que ce qui n'est pas permis, c'est de faire des mouvements dont la composante de force va être vers l'arrière. On a coutume, nous, de parler du disque comme quand on a un noyau de cerise qu'on tient dans les mains, tac, et qu'on envoie en arrière. La partie centrale du disque, quand on est dans l'effort, c'est exactement ça. Derrière, j'ai mon petit noyau de cerise, tac, Père Sarrazin, il l'a pris dans le nez. D'accord? Ok? Donc ça, c'est important. Mais par contre, mais ça, c'est des petits mouvements qui
qu'il faudrait que vous fassiez. Salsa. La salsa, voilà. Hein, parce que. Eh ouais. Hein. On en est où dans les étirements? À la pratique à la bien. Quelle heure allez-vous me dites, hein? Parce que. Parfait. Alors bon, il y a tout. Alors ça, c'est une chose extrêmement intéressante, parce que c'est aussi, ben voilà, tiens, vous allez vous y mettre, vous allez vous mettre debout, vous allez prendre votre pied dans la main, en équilibre. Alors ceux pour qui c'est difficile, vous venez vous mettre le dos au mur. Hein? Ah ouais. C'est un problème d'équilibre. C'est ça. Prends ton point de vue. Le jardin. Ça fait travailler par Faut pas forcer. Hein, là aussi, c'est le mouvement, faut pas forcer. Mais alors, qu'est-ce que ça fait travailler? Bah, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Le dos, je pense. Non, non, ça, je pense, ça va rien dire. Qu'est-ce que tu sens? C'est pas je pense. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens le dos? Si tu sens le dos, faut pas le faire. Si tu sens ta jambe, ah ben voilà. Comment? Voilà ce qu'il faut. C'est pas je pense, le ressenti. D'accord? Si vous avez compris qu'il faut sentir ce qu'on fait, voilà, tranquille, tu peux te mettre comme ça. Voilà, tout doux. Voilà. Ça, c'est très intéressant pour plus d'un paramètre. D'abord parce que ça sollicite l'équilibre. Et donc, moi, à titre personnel, je me lave tous les jours dans la douche les pieds par ce système-là, depuis des années. C'est super dangereux. Parce que c'est un savon glissant, on commence à avoir des rêves. Ouais, mais il a l'air en bonne santé quand même. Ce qu'il fait, c'est qu'il la met derrière sa tête, la jambe, et il se la lave ici comme ça. Après, il lèche. Alors, ça c'est pas dur, hein? Bon. Petite technique également intéressante pour vous, pour libérer le thorax supérieur et les épaules. Prise d'appui tranquille. Le bras, vous allez faire comme moi, le gauche. Ouais, moi je suis gaucher, j'avais. Oui, mais ça m'arrive. J'étais en train de regarder. Bon, alors, là encore, même image que tout à l'heure. C'est la paume de la main qui va pousser vers le plafond. Vous y êtes? Puis après, vous allez venir mettre la main opposée sous la face dorsale du poignet. Donc, 1, je pousse. 2, je pousse avec mon bras. 3, j'expire. Et je cherche à abaisser mes côtes le plus loin possible. Donc, en fait, je fais étirer toute la partie des muscles qui vont de l'épaule au thorax. Hein? Un petit peu plus fort. Trop cool. C'est bien trop cool. Rien à voir. Là, elle monte. Allez, pousse. Écarte tes pieds. Voilà. Pousse au maximum. Il faut déjà que tu puisses plus bouger. D'accord? Et oui, maintenant, viens prendre ça. Et repousse. D'accord? Expire. Et repousse. Pousse. On recommence. On pousse. On pousse passif d'abord sans la main. Puis, une fois qu'on est au maximum, la main prend le relais. Puis éventuellement, soit on expire, soit on incline du côté opposé sur quelques degrés pour aller chercher. Et là, toi, Les intercostaux. Voilà. Vous devez sentir les étirements au niveau du thorax. Hein, ici. Alors, tu vas trop vite en flexion. Il faut vraiment que tu pousses d'abord. Pousse au maximum. Quand tu peux faire là-haut, tu pousses avec celle-là vers le haut.
et tu inclines, mais en poussant. Et tu expires, tout en poussant, jusqu'à ce que tu sens. Va pas trop loin, ça ne sert à rien. C'est ça qu'il faut bien baisser. Abaisse tes côtes, abaisse tes côtes, abaisse tes côtes, abaisse tes côtes, abaisse tes côtes en poussant, abaisse tes côtes. Non, c'est côté paume. En fonction de la paume. Ouais, c'est le côté de la paume qui est levé. Ok, est-ce que tu arrives à te travailler les deux, mais ça t'aide. Allez, de l'autre côté. Vous arrivez à ressentir ça? Bien dans l'axe? Là, tu étires. Voilà. Tu écartes tes pieds un petit peu plus, tu n'as pas un bon polygone de sustentation. Voilà. Tu pousses ici, ta tête droite. Ouais. Voilà. Là. C'est un gage. Tu pousses au maximum. Tu inclines légèrement, très légèrement, mais en poussant, et tu expires. Tout en poussant. En fait, vous faites une action contraire, une poussée volontaire vers le haut et une expiration des côtes. Ok? Donc, ton grand dorsal, ton grand pectoral, c'est ça, ce sont là, ils vont être étirés. Tu te mets trop en arrière, non, tu as des épaules trop en arrière. Et là. On sent bien que ça tire, là. Voilà. Et tu pousses d'abord. Voilà. Et vas-y. Tranquille. Voilà. Tranquille, tu vas pas trop loin. Essaye d'expirer maintenant. Expire. Encore. Il faut que tu rentres dans tes tissus. Encore. Inspire à nouveau, repars, tire. Ne va pas trop loin, tu vas trop loin, tu as déjà perdu le mouvement là. Tu pousses. Et tu expires. Expire. Pousse toujours. Expire. Et tu dois sentir la mise en tension tissulaire qui se fait sur cette zone-là. Tu l'as? Toujours la même chose. Je dis que ce soir, si vous partez en sachant prendre des points fixes, savoir ce que vous devez tirer, ressentir le muscle qui est étiré, vous aurez gagné votre soirée. Pause. Et incline. Ah. Vous le sentez? Ouais. Alors maintenant, vous avez, ça c'est des exemples également de stress actif. Vous pouvez le faire également, donc moi je le fais faire en asymétrique parce que je trouve qu'il est plus efficace sur l'hémithorax qu'on travaille, mais il peut très bien, et c'est le deuxième, il peut très bien se faire, voilà, ça fait les deux côtés. Comment dirais-je, symétrique. Il est un peu moins efficace, mais si vous expirez bien et longtemps, il sera de toute façon efficace. Là, l'étirement, c'est une chose. Ce qui est plus fort, c'est l'expire sur l'étirement. C'est l'expire toujours. La respiration qui va, le point fixe que vous avez mis en l'air ici, et maintenant la volonté va vouloir faire abaisser les côtes. Et c'est ça qui va me donner le travail d'assouplissement musculaire sur ces muscles-là. Voilà. Toi, tu as tendance à te mettre un petit peu en hyperextension. Des coudes? Oui, c'est pas intéressant. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord? C'est pas la peine. Il faut pousse, essaye de monter. Ok. Alors, vous avez toutes les séries également au niveau cervical. Ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire parce que toujours pour libérer vos cervicales, mais en douceur, avec un paramètre toujours important. Quand vous commencez à vouloir, par exemple, assouplir votre colonne cervicale à droite, à gauche, en inclinaison, si vous faites ces mouvements-là avec des mouvements parallèles des épaules, ça ne sert à rien. Donc ici, par exemple, pour l'étirement latéral, on va chercher à abaisser son épaule, on va prendre sa tête avec sa main éventuellement. Donc, premier temps, je pousse le bras ou la main vers le sol et j'incline jusqu'à ce que je sente non pas les articulations vertébrales, mais les tissus. Ce qui nous intéresse ici, ce sont ce qu'on appelle, nous, les fascias cervicaux, c'est-à-dire les membranes qui enveloppent les muscles. Parce que ces membranes, ce sont des véritables, comment dirais-je, ce sont des bandes aponévrotiques qui ne sont pas extensibles. Donc, si on les laisse se rétracter... Tu expires à la descente et tu inspires. Toujours, voilà, toujours l'expiration, toujours la même chose. Toujours. Vous avez remarqué, par exemple, petit aparté, parce que c'est là ce que tu me dis, sur le diaphragme, on s'aperçoit qu'au niveau du thorax, il y a une dominance très très nette des inspirateurs. Par conséquent, il est toujours intéressant de travailler sur les expirateurs pour rétablir l'équilibre. Les inspirateurs ont tendance à nous monter les côtes, et chez certaines personnes, les côtes ne descendent plus. Pour qu'elles descendent,
il faut que ce soit les côtes que l'on travaille spécifiquement pour qu'elles s'abaissent. D'accord? Et donc, c'est toujours intéressant d'insister sur l'expire. Bon, après, faire des petits mouvements comme ça. Hein, voilà. Alors, oui, reviens. À l'autre, c'est bien. L'autre. Voilà. Non, pas celle-là. Ça, donc, très peu intéressant. Ici, dans le groupe, c'est intéressant pour 3 personnes. Des personnes qui mettent facilement leur bassin. Toutes les autres, c'est la pathologie lombaire. Donc, pas intéressant. Celle-ci, identique. On voit beaucoup ça dans beaucoup de journaux. Alors, vous allez faire le test, vous allez dégager un peu le mur, et vous allez vous mettre fesses au mur, les jambes à la verticale. Et je vais vous faire prendre conscience de ce qui se passe. En fait, dans cette photo-là, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, le bassin est soulevé. Et par conséquent, le sujet est en syphose lombaire, et les muscles ici ne s'y tirent pas. Donc, aucun intérêt. Donc, c'est une posture qui est intéressante pour certaines personnes. C'est une posture qui est toujours utilisée. Voilà, c'est ça, pose pas sur le côté. Voilà. Il y a des murs des 4 côtés, normalement, on doit pouvoir trouver. Ça lève le bassin, c'est pas C'était trop bien. C'est le pantalon du monde. Voilà, mais tu peux faire. Voilà. Allez, refais-le, Nico, je te filme. Non, c'est gentil. Les gens font des étirements par mimétisme, et c'est malheureusement. C'est des accroches du diaphragme sur la colonne. C'est devant. Et quand vous voyez les gens qui sont en train de s'étirer en mettant le pied sur le sommet du dossier du banc, vous leur tapez gentiment l'épaule en disant c'est autre chose. Parce que c'est une catastrophe au niveau des enfin, ça descend jusqu'à 3. Bien sûr, le diaphragme, une question, parce qu'on a beaucoup de plongeuses notamment, qui n'ont aucune conscience quand elles débutent, parmi les débutants, de leur diaphragme. Mais personne n'a besoin. Non, mais elles ne savent pas qu'on peut l'utiliser pour respirer. Je ne sais même pas quelle méthode on peut utiliser pour leur faire découvrir qu'on peut le mobiliser. C'est très difficile parce que de toute façon, tu as sorti ton diaphragme quelquefois. Moi j'ai jamais appris à l'utiliser, j'ai toujours utilisé. Oui, donc spontanément, je ne sais pas. Non, mais bon, c'est respirer avec le ventre, mais elles ne savent pas utiliser ça. Non, mais c'est ça la difficulté du diaphragme. C'est que malheureusement, c'est un muscle non palpable. Alors qu'il y a des... Comment? Tu vas le sentir? Oui. Dis-lui de venir un vendredi avec moi. Il faut gonfler le ventre. S'il n'y a pas mieux. Suggestion, travailler à plat dos, on fait mettre des planches sous le bassin pour bloquer la respiration thoracique et faire qu'il n'y ait que la respiration. Alors, et à mesure que le travail se fait, il y a la distance entre le bassin et le bassin. Encore plus ça, la chandelle. La chandelle, à partir du moment où tu te mets en chandelle, tu vas bloquer ta partie thoracique et ton diaphragme, tes abdos sont obligés d'accompagner le mouvement. Donc c'est vraiment... Avec prêcher chez ma paroisse, quand on a commencé le groupe évolutionnaire, je faisais des échauffements, des assouplissements, et tous les moniteurs, il y a un certain nombre de cadres ici, disaient « Ah, vous dansez, qu'est-ce que vous faites là ?» Et je voudrais que tu m'appuies et que tu dises à tous les moniteurs présents, oui, à tous les faites moniteurs, des échauffements avant les exercices. Absolument, ce serait extrêmement intéressant de faire, par exemple, des petits trucs, qui est très intéressant pour mobiliser. Moi, dans mon cabinet, j'ai toujours fait tout ça pour les patients. Le bassin sur la ceinture
travers, il y a tout ce qui est entre les deux, travail en rotation, en contrôlation. Eh bien, il faut le danser le twist. Il faut que ça revienne, il faut ça faire fait un événement. Le twist. Ouais. Absolument. Avec l'exercice. Alors, ça peut être comme des pas le temps, par exemple, des tapements rapides sur les muscles pour faire apporter du sang, comme des techniques aussi intéressantes. On peut faire en chant, également. Et quand on a souvent des crampes. Eh bien, il faut voir. Déjà, à part ça, on ne peut rien pour les tirer, le préparer avant, le voler. Là, je laisse la parole encore de dégâts. Là, je crois Je suis d'accord. Non, non, sur la 15 minutes.